Bonjour, je m'appelle Pierre Larouturou, je suis ingénieur agronome de formation, je suis député européen depuis 2 ans, engagé depuis très longtemps dans la lutte contre le chômage, contre la précarité et contre le dérèglement climatique. Je pense que tous ceux et celles qui nous regardent ont conscience de l'urgence du dérèglement climatique. On peut vraiment aller vers le chaos, on n'a vraiment plus que quelques années pour agir. On vient de découvrir que déjà en 71, Total était au courant du fait qu'il y avait un dérèglement climatique dû à notre consommation de pétrole. C'est depuis 30 ans, plus de 35 ans maintenant qu'on a créé le GIEC, parce que déjà il y avait un consensus fort qui a obligé Ronald Reagan et Margaret Thatcher à créer le GIEC. C'est une évidence qu'il y avait un dérèglement climatique qui commençait et qui venait des activités humaines, ce qui est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut l'arrêter. Si c'est nous qui sommes la cause du problème, si on change nos comportements, on peut agir. Mais les lobbies, l'inertie des dirigeants nous a fait perdre un temps monstrueux. Et maintenant, on a plus que très peu de temps, on ne va pas stopper le dérèglement climatique, mais pour éviter le chaos. Quand je parle du chaos, une des raisons pour lesquelles je me suis engagé aussi fortement sur la question du climat, une des raisons pour lesquelles j'ai fait une grève de la faim pendant 18 jours l'an dernier, c'est que j'ai été invité à Bamako il y a quelques années en Afrique. Il m'a fallu plusieurs semaines pour m'en remettre. J'ai vu la misère des gens qui vivent déjà aujourd'hui à Bamako. Et puis j'avais 2 jours de travail avec des climatologues et un des jeunes climatologues parlait spontanément non pas du dérèglement climatique, mais du sida climatique. Et il expliquait que si on ne faisait rien de costaud, de sérieux, le dérèglement climatique allait faire autant de morts et de victimes que le sida, que le VIH. Et j'ai vu pendant plusieurs semaines des scènes d'horreur. J'avais du mal à dormir, je voyais vraiment des scènes d'horreur. Et je pense que de notre vivant, on connaîtra des scènes d'horreur si on n'est pas capable d'agir avec force. Emmanuel Macron, il y a 4 ans, j'ai cru qu'il allait agir pour le climat. Je n'étais pas de sa famille politique, je ne pensais pas que je serais d'accord sur les questions économiques et sociales, mais je pensais sur le climat qu'il allait faire des grandes choses. Il avait fait le One Planet Summit. Les premiers mots du One Planet Summit, Emmanuel Macron dit « On est en train de perdre la bataille, on le sait. On est en train de perdre la bataille, on le sait. » Emmanuel Macron dit « Il y a 30 ans, les dirigeants avaient des excuses parce qu'ils ne savaient pas, mais nous n'avons aucune excuse. » Je lui ai fait envoyer des messages pour dire bravo pour ce discours, on y va à fond. Quand il a créé le Haut Conseil pour le climat, j'étais parmi les 9 sages qu'il avait mis au Conseil pour le climat. Je me suis dit c'est la preuve qu'il veut avoir quelqu'un qui va le pousser à agir plus fortement. Et hélas, aujourd'hui, je suis triste de le dire, je préférais que son bilan soit meilleur, franchement. Je ne suis pas du tout dans une logique de conflit politicienne, mais au bout de 4 ans et demi, on voit bien qu'il n'a quasiment rien fait. Il a repris peut-être 15% des propositions. Il a créé la Convention citoyenne pour le climat, c'est une avancée. Il n'y a aucun pays qui a donné l'impression de vouloir travailler avec 150 citoyens tirés au sort pendant 1 an et demi, c'est génial, et ça débouche sur on reprend 15% des propositions. Encore la semaine dernière, quand ce n'est pas le Conseil d'État, c'est le tribunal administratif de Paris qui dit on n'est manifestement pas à la hauteur. Voilà. Donc je crois et on a tout fait au niveau européen comme au niveau français pour le faire bouger, et manifestement ni lui ni Bruno Le Maire ne veulent, et concrètement même ils bloquent. Comme rapporteur du budget, je peux témoigner que c'est Angela Merkel, Pedro Sanchez, Antonio Costa, Mario Draghi auraient voulu taxer la spéculation, par exemple. Ces 4 grands pays, Italie, Allemagne, Espagne, Portugal, voulaient mettre en place une taxe sur la spéculation pour avoir de l'argent pour le climat et pour la santé. Et c'est clairement Bruno Le Maire et Emmanuel Macron qui ont bloqué la négociation. Donc ce sont les mêmes qui bloquent la négociation au niveau européen. Donc cette taxe pourrait rapporter 60 milliards, une petite taxe, ce n'est pas la mort. 0,1% de taxe sur la spéculation rapporterait chaque année 60 milliards. Ça veut dire qu'on aurait 10 milliards pour la France, pour isoler les bâtiments, pour faire des transports en commun, pour aider les agriculteurs à changer de pratique. Donc c'est les mêmes qui bloquent la négociation au niveau européen, qui ne veulent pas, malgré Angela Merkel, malgré Antonio Costa, malgré Mario Draghi, malgré plein d'autres dirigeants, c'est eux qui ne veulent pas qu'on taxe la spéculation, et c'est les mêmes qui disent en France qu'il n'y a pas d'argent pour l'isolation des bâtiments, pour une nouvelle loi climat. Donc maintenant, il faut mettre en place une autre équipe. Au mois d'avril prochain, il y a des pays où les gens se font tuer pour avoir droit à des élections démocratiques. Nous, il y a déjà des générations qui se sont battues. On a le droit d'avoir des élections démocratiques. Donc il faut profiter du mois d'avril pour avoir au pouvoir une équipe qui sera orientée climat, justice sociale, démocratie. Et pourquoi la primaire populaire? C'est que s'il y a 5 candidats qui disent tous le climat c'est ma priorité, le climat, la justice sociale, si on a 5 candidats, on sait que c'est foutu. Voilà. Donc il faut qu'on arrive à se rassembler. Aux États-Unis, ils se sont rassemblés. Au début, Kamala Harris et Bernie Sanders étaient très sévères contre Joe Biden, mais ils ont accepté qu'il y ait un débat public et que des millions d'Américains écoutent leurs arguments et qu'ils choisissent. Et c'est Joe Biden qui a gagné, mais du coup, ensemble, ils ont fait campagne et Joe Biden est à la Maison-Blanche, mais Kamala Harris est vice-présidente et Bernie Sanders est le patron de la commission des budgets. Et c'est quand même 1000 fois mieux
1000 fois mieux que d'avoir eu un Bernie Sanders qui fait sa campagne dans son coin et qui aurait fait sans doute une très belle campagne, mais qui aurait laissé Donald Trump si la gauche américaine s'était divisée. Ils se sont rassemblés contre Trump et pour le Green Deal. Contre Trump et pour le Green Deal. Est-ce que nous, quand on voit l'évolution du score de Zemmour, de Le Pen, ça sent pas bon? Est-ce qu'on est capable de se rassembler contre l'extrême droite et pour le climat et pour la justice sociale? Donc j'espère de toutes mes forces et je fais tout pour que Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Montebourg, Roussel acceptent de rentrer. Je serai candidat, je serai heureux d'être candidat dans cette primaire. Je ne suis pas sûr de la gagner, mais j'apporterai quelques idées, quelques solutions. Et je veux surtout qu'on fasse une équipe. Et je trouve ça dramatique qu'on se divise pour savoir lequel ou laquelle est à l'Élysée, alors que tous, on doit avoir un peu de modestie. Aucun de nous, même si on a des cerveaux bien faits, aucun de nous n'a toutes les solutions. Et que tous, on dit que de toute façon, celui qui est à l'Élysée aura moins de pouvoir, parce que la Ve République est un système insupportable, et que de toute façon, il faudra dégonfler le rôle du président pour donner plus de pouvoir à l'Assemblée, aux citoyens, au Premier ministre. Donc c'est juste ridicule, pour être gentil, honteux, pour être gentil, scandaleux, de se diviser de façon mortifère, et ça va laisser le pouvoir à Zemmour ou à Macron ou à Le Pen, se diviser alors qu'on a plein de choses en commun pour savoir qui est à l'Élysée, alors qu'on veut tous diminuer le pouvoir de celui ou celle qui sera à l'Élysée. Il y a quelques mois, il y avait une réunion avec Yannick Jadot, avec Hidalgo, avec le bras droit de Mélenchon, avec Julien Bayou et Olivier Faure. Et à la fin, je leur ai dit, écoutez, si on n'arrive pas à se rassembler, nos enfants vont nous détester. Nous allons nous détester mutuellement, nous allons nous détester, nous allons décourager tous ceux et celles qui voudraient voter pour nous, et nos enfants vont nous jeter des cailloux, ils vont nous détester, et ils auront raison. Ils auront raison. Donc là, quand on se parle, on est début novembre, il faut qu'on arrive à se rassembler. La droite va se rassembler, l'extrême droite est très puissante, il faut qu'on arrive à se rassembler, et je suis persuadé qu'on peut gagner. Quand l'extrême droite était à 28%, quand le Front National était à 28, 28, 28, 28, c'était un peu décourageant. Le ticket d'entrée pour gagner était très élevé, mais s'il y a deux blocs d'extrême droite, un Zemmour, un Le Pen, qui sont à peu près tous les deux à 16 ou 17, et bien si nous on se rassemble et qu'on fait une campagne, on peut arriver au deuxième tour et on peut recréer l'espoir pour des millions de gens sur le climat, sur la politique du logement, sur la lutte contre le chômage, construire une Europe plus démocratique, mettre en place une 6e République. Tout ça, c'est pas Macron, c'est pas Le Pen, c'est pas Zemmour qui le feront. Donc on n'est pas d'accord à 100%. Je ne vais pas vous faire croire que je suis d'accord à 100% avec Jadot ou avec Mélenchon, mais je suis aussi le clonage humain et je préfère une équipe qui a ça comme boussole et qui a quand même pas mal de choses en commun plutôt que Macron ou Zemmour. Dernier point, il n'y en a aucun candidat qui aujourd'hui m'enthousiasme parmi les têtes de gondole, mais on n'est pas très loin de la place Léon Blum ici à Paris. Et Léon Blum, quand il a été élu, il était hostile aux congés payés. Il pensait que les congés payés, c'était une blague, c'était impossible. Mais le peuple a mis Léon Blum au pouvoir et le peuple ne s'est pas rendormi. Le peuple était dans la rue joyeusement pour dire « nous voulons des congés payés ». Et Léon Blum a accepté, et à la fin de sa vie, c'était la réforme dont il était la plus fière. Donc je préfère, même si Jadot ne vous satisfait pas à 100%, même si Hidalgo, ce n'est pas votre tasse de thé, si Mélenchon, il est trop ci ou trop cela, je préfère 1000 fois qu'on ait un Jadot, une Hidalgo ou un Mélenchon, plutôt qu'un Zemmour ou un Macron. Et il faudra des députés, il faudra des ministres, il faudra des citoyens dans la rue pour les faire bouger les choses. L'élection ne suffit pas, mais il faut absolument qu'on ait la primaire populaire pour se rassembler. Je ne leur donne aucune excuse. Je leur en veux beaucoup. J'en veux beaucoup à Emmanuel Macron de n'avoir rien fait. J'en veux beaucoup à François Hollande de n'avoir pas fait grand-chose avant. Il a fait l'accord de Paris, mais sinon concrètement pas grand-chose. Et j'en veux beaucoup à ceux et celles qui disent que le climat est leur priorité et s'ils se divisent. C'est juste, ils n'ont pas d'excuses. Franchement, quand je dis que Bruno Le Maire a du sang sur les mains, le dérèglement climatique fait des milliers de morts déjà. Ils vont faire des dizaines de milliers de morts. Et donc ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui n'agissent pas c'est une inertie criminelle, mais ceux qui se divisent et qui vont laisser le pouvoir à Macron ou à Zemmour ou à Le Pen sont aussi dans une division criminelle. Donc j'espère, je fais tout de façon discrète. Encore hier, j'ai pris un café avec quelqu'un qui est parmi les candidats les plus en vue. Je vais en voir d'autres bientôt. Et avec d'autres, et avec des jeunes engagés pour le climat, et avec des moins jeunes, mais qui sont jeunes dans leur tête, on va tout faire pour leur dire, mais arrêtez les blagues. En plus, si on fait une équipe, ça peut être une campagne super joyeuse, super efficace. Et le climat, et chez les citoyens, est une priorité. J'étais à Rennes il y a quelques jours, la salle était archi pleine, on a dû refuser du monde. Quand Ouest France m'avait invité, il y avait 1000 personnes. Les esprits évoluent. Une des dernières fois que j'étais allé en Bretagne, c'était invité par l'ensemble du syndicat des jeunes agriculteurs. Je ne parle pas de la Confédération paysanne ou de Greenpeace, qui sont sur ces sujets depuis très longtemps. Mais là, c'était la branche jeune de la FNSEA, c'était la grande rentrée, l'événement de rentrée des jeunes agriculteurs, Terre de Gym. Et le grand débat de l'après-midi, c'est que peut faire l'Europe pour lutter contre le dérèglement climatique. Et le jeune agriculteur qui lançait le débat disait « ce débat était inimaginable il y a 10 ans ». Il y a 10 ans, la plupart des agriculteurs étaient climato-sceptiques. Claude Allègre était notre héros et les écolos nous cassaient les pieds. Mais il disait, en 10 ans, tout le monde a évolué.
parce qu'il y a 2 ans, il y a eu une inondation terrible qui a fait perdre 30% de la récolte de blé. Cette année, c'est des étés avec des canicules et on a des amis qui ont des vaches ou des moutons qui vont devoir tuer une partie du troupeau parce qu'ils n'ont plus de foin. Donc cet agriculteur disait, il n'y a plus aucun agriculteur climato-sceptique. La question est de savoir comment est-ce qu'on nous aide pour changer nos pratiques. Et des aides, ça veut dire une décision politique. Chacun de nous, dans sa vie personnelle, peut faire des choses. Moi, j'essaye, même un bon Bernet comme moi, j'essaie de manger moins de viande. Je ne prends plus jamais l'avion dans ma vie perso. Quand je suis à Bruxelles, je vais en vélo au Parlement. Donc chacun de nous essaie de faire ce qu'il peut dans sa vie perso. Il y a besoin d'investissement collectif. Dans mon coin des Pyrénées, tous ceux qui ont du boulot, ils doivent prendre la voiture pour aller à Pierrefitte ou Argelès parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Donc ça ne sert à rien d'augmenter le prix de l'essence si on n'a pas fait d'abord des transports en commun. Si on veut isoler les maisons, c'est 40 000 € une vraie isolation. On ne va pas demander à chaque famille de trouver 40 000 €. Donc c'est pour ça qu'on se bat pour avoir des aides financières et sans doute le niveau européen est le bon. Donc ils n'ont pas d'excuse s'ils n'agissent pas et de façon non violente. Je pense qu'il faut qu'on mette le climat et la justice sociale. On n'a pas à choisir entre les deux, ça tombe bien. On peut agir très fortement pour le climat et pour la justice sociale. Il faut le mettre au cœur du débat. Mais si, je répète, il y a 5 candidats qui disent tous la même chose, ça désespère. J'ai montré hier à un des candidats principaux que le total des 5 candidats de gauche et écolo était à 31% il y a quelques mois et il est tombé à 23% parce qu'on est en train de désespérer ceux et celles qui pourraient se faire campagne avec nous et s'intéresser à nos idées. J'espère que la COP26 va être l'occasion de montrer qu'on ne rabaisse pas l'ambition évidemment et qu'au contraire on la remonte. L'Europe a dit qu'elle voulait baisser de 55% ses émissions de CO2 grâce à tous ceux qui sont dans la rue. Et il ne faut pas du tout sous-estimer l'importance des mouvements citoyens. Je pense que si la question du climat et réunit maintenant autant de chefs d'État et de gouvernement, si l'Europe a mis comme priorité la question du climat, c'est grâce à tous les mouvements citoyens. Donc il faut qu'on maintienne la pression. Je ne sais pas trop ce qui va sortir de Glasgow. A priori, Joe Biden voudrait, c'est quand même beaucoup mieux que Trump, Joe Biden fait du Green Deal une de ses priorités. L'Europe, on fait du Green Deal notre priorité, du climat une autre priorité. En Chine, ça bouge. Mais la question maintenant est de savoir est-ce que c'est juste des beaux discours ou est-ce qu'on est capable d'y aller. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Évidemment, il y a plein de choses qu'on peut faire qui ne coûtent pas beaucoup d'argent. Par exemple, changer les règles du jeu, avoir des moteurs moins polluants, beaucoup moins de voitures, développer d'autres modes de transport. Mais sur beaucoup de sujets, pour transformer l'agriculture, pour isoler les bâtiments, pour faire des énergies renouvelables, même si les énergies renouvelables deviennent tout à fait rentables, il y a besoin d'investissements massifs. Donc on va voir comme Glasgow, je ne sais pas. Parce que par manque de temps, je n'ai pas vraiment suivi la négociation, pour être honnête, je sors mon joker, et moi je me concentre pour que l'Europe soit vraiment exemplaire. L'Europe a été le premier continent à dire « nous voulons arriver à la neutralité, nous voulons faire moins 55% du CO2 d'ici 2030 ». Si on y arrive, et si on montre que c'est pour de vrai, que c'est une bonne nouvelle, que ça crée des emplois dans tous les secteurs, sur tous les territoires, qu'on vit bien, que ça améliore le pouvoir d'achat, ce n'est pas de l'écologie punitive. L'autre jour, je voyais un monsieur qui disait « on a isolé mon HLM ». Ça fait 15 ans que je vis dans un HLM, depuis 3 ans, on l'a isolé. Il disait c'est beaucoup plus confortable, j'ai moins chaud l'été, j'ai moins froid l'hiver et je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage. Voilà, donc si finalement les gens qui viendront en Europe pour les Jeux Olympiques ou autres se disent mais purée, c'est génial en Europe, ils créent des emplois partout, ils ont une alimentation plus saine, ils n'ont pas la baguette magique, mais on voit qu'il y a une dynamique, mais ce qu'on appelle soft power, peut-être que d'autres zones du monde auront envie de faire pareil, qu'il y aura un effet de contagion. Par contre, si l'Europe, le Green Deal, c'était juste des beaux discours et qu'en fait on voit que rien ne change, ça va plutôt désespérer. Donc voilà, ma stratégie, moi, c'est plutôt de me concentrer là où j'ai peut-être un peu d'action, comme citoyen, comme député et comme candidat à la présidentielle. Aujourd'hui, ce qui bloque la négociation européenne, c'est la France. Donc le pouvoir, il n'est pas à Bruxelles, le pouvoir, il est à Berlin, à Paris, à Rome ou ailleurs. Et aujourd'hui, c'est Paris qui bloque. Donc moi, ma priorité, au nom du climat et de la justice sociale, c'est au mois d'avril prochain, avoir une équipe qui aura d'autres valeurs. Et ça, ce sera en plein dans la présidence française. Vous savez que tous les 6 mois, il y a un nouveau pays qui préside l'Union européenne. Donc si on gagne en avril, et c'est possible, si on se rassemble, on peut gagner, il n'y a pas de doute. Mais si on gagne en avril, dès le mois de mai, on aura un sommet européen extraordinaire. On invite les 27 chefs d'État dans la maison de Jean Monnet, pas très loin d'ici, pendant 3 jours. Et tous les sujets qui étaient bloqués par Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, on les débloque. On peut relancer la taxe sur la spéculation, on peut accélérer la sortie des énergies fossiles, on peut avoir une Europe plus démocratique, une Europe plus sociale, on peut lancer une taxe sur les milliardaires. Si c'est la France de Bruno Le Maire et de Macron qui bloque un très grand nombre de sujets au niveau européen, si une nouvelle équipe arrive, dès le mois de mai, dès le mois de juin, on peut débloquer les négociations. On peut, dès le mois de juillet, faire voter une vraie loi climat. Emmanuel Macron avait dit qu'il allait reprendre 146 des propositions de la Convention citoyenne. Il n'a pas fait. Eh bien nous, si on gagne la présidentielle et les législatives, on reprendra l'ensemble des propositions parce qu'en plus, on aura des vrais financements.